de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Bienvenue à notre podcast. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps jusqu'en 1524 pour revivre un épisode marquant de l'histoire de Marseille. Le siège de la ville par les troupes de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique. Nous allons notamment nous intéresser au rôle crucial joué par les femmes marseillaises dans la défense de leur cité. En 1524, le royaume de France est en guerre contre Charles Quint. François Ier, roi de France, est en difficulté après sa défaite à la bataille de Pavie. Profitant de la situation, Charles de Bourbon, ancien connétable de France, passé au service de Charles Quint, envahit la Provence. Depuis 1521, François Ier s'est lancé dans la 6e guerre d'Italie. Ces guerres menées sous prétexte de droits de succession, détenus sur certains territoires de la riche Italie. Il a un adversaire de taille, Charles Quint, dont les possessions encerclent le royaume de France et qui est devenu le souverain du Saint-Empire romain germanique en 1520. En 1523, Charles de Bourbon, ancien chef des armées du roi de France, a fait défection pour rallier Charles Quint. L'objectif de Charles de Bourbon, prendre Marseille, ville stratégique pour le contrôle de la Méditerranée. Les renforts qui devaient lui arriver de Naples et de Barcelone rentreraient au port. Les Espagnols qui devaient envahir le Roussillon se joindraient à lui, ils prendraient Lyon et, avant la Toussaint, il serait à Paris. Paris pris, tout le royaume serait en sa possession. En juin 1524, Bourbon promettait de mettre la couronne de France sur la tête de Henri VIII. Mais pour exécuter ce plan, il fallait prendre Marseille. Le siège débute le 19 août 1524. Les troupes impériales, commandées par Charles de Bourbon, bombardent la ville avec une puissance de feu jamais vue. Les premières troupes impériales arrivent à la Viste le 15 août. Le siège commence le 19 août et le premier assaut a lieu le 23 août. Les troupes du connétable sont à la Blancarde, d'autres au Lazaret, à la Joliette, Saint-Lazare, la Belle-de-Mai, Saint-Victor. Avant le siège, une flotte française a été envoyée à Marseille pour la protéger du côté de la mer. Le siège se joue donc autour des remparts. C'est le temps de l'artillerie. Désormais sur terre, on tire au canon. Gabriel Domenech, dans son récit de ce siège publié dans Histoire Magazine, le numéro 9 de septembre-octobre 1980, décrit « Car à peine était-il en possession de son artillerie lourde que le connétable Félon ordonnait le bombardement. Et les boulets commencèrent à s'abattre sur la ville, à la cadence de l'époque, bien sûr, mais assez pour tuer bon nombre de malheureux et détruire quelques maisons, mais surtout pour ouvrir une brèche dans le rempart nord, puisque c'était le seul côté par lequel l'armée impériale pouvait espérer investir Marseille. Les Marseillais, déterminés à résister, organisent leur défense. Hommes et femmes participent à l'effort de guerre, unis par un même élan patriotique. Les consuls de Marseille avaient accumulé vivres et munitions. Les citoyens, sacrifiant leurs biens, avaient rasé eux-mêmes tous les faubourgs qui entouraient leur enceinte. Charles de Bourbon n'eut pas à combattre comme il espérait 3 ou 4 000 soldats, mais une véritable armée de plus de 12 000 hommes, car aux troupes du roi s'étaient joints 8 à 1000 Marseillais, tous unis d'armes. Les femmes de Marseille jouent un rôle essentiel dans la défense de la ville. Elles ne se contentent pas de soutenir le moral des troupes, mais participent activement au combat et aux travaux de fortification. Selon certaines sources, elles auraient notamment creusé des tranchées pour contrer les mines ennemies, un travail épuisant qui aurait valu à ces tranchées le nom de tranchées des dames. Le baron Rancé de Séry, qui commandait les troupes, fit creuser des profondes tranchées sous terre et il put ainsi facilement reconnaître et rendre inutiles les mines des assiégeants. À ces tranchées, écrit Ruffi, les femmes travaillaient incessamment. Les dames de la plus haute condition animèrent les autres par leur exemple et s'employèrent avec une ardeur si grande que toutes les tranchées furent achevées dans 3 jours, bien qu'il y eût de la besogne pour 15. Aussi, en mémoire de leur vertu, ce travail fut appelé la tranchée des dames. D'autres sources rapportent qu'elles auraient également participé au ravitaillement des troupes, soigné les blessés et même combattu sur les remparts. Des femmes devenues soldats se joignent à leurs maris et ensemble se hâtent d'élever un contre-mur à l'endroit menacé. Et ce mur, monument de leur héroïsme, est appelé Bastion des Dames. La participation des femmes aux travaux de tranchées, renforçant le rempart entre la porte d'Aix et la Joliette, a permis de terminer le travail en 3 jours. Parmi les femmes qui étaient présentes pour défendre la ville, on aurait trouvé Vento, Lamure, Forcia, Cauvet, Bossé, Roquevert. Un épisode en particulier a marqué les esprits. La réparation nocturne de la brèche ouverte dans le rempart nord par l'artillerie ennemie. Alors que tout semblait perdu, les femmes de Marseille, sous l'impulsion de certaines figures marquantes de la noblesse et de la bourgeoisie, se seraient mobilisées pour colmater la brèche durant la nuit. Munies de matériaux et d'outils, elles auraient travaillé sans relâche, permettant aux Marseillais de résister à l'assaut final.
À la brèche! Il fallait bien admettre dans les rangs des assiégés, constate Gabriel Domenech, que la situation était dramatique. Sous un tel bombardement, en effet, le rempart nord avait fini par s'écrouler. Sur 30 coudées de largeur, il n'était plus qu'un tas de gravats. Et les impériaux, en face, hurlaient de joie, sentant enfin la proie à leur portée. Mais dans la ville, ces hurlements, loin de semer la terreur, exacerbaient la volonté de se battre. Des crieurs parcouraient les quartiers pour alerter la population, et sur tous les murs, l'appel éclatait en caractères rouges. « À la brèche, Marseillais !» Personne ne voulait manquer le rendez-vous. Depuis la porte de la Joliette jusqu'à la porte d'Aix, les remparts se hérissèrent de défenseurs. Et l'étendard de la Croix d'Azur au champ d'argent fut planté au milieu même de la poussière de la brèche pour montrer que c'était là, désormais, qu'il fallait vaincre ou mourir. Admirable esprit de sacrifice, qui vient de donc se heurter à la muraille humaine qui s'était substituée à celle de la pierre. Toujours est-il qu'après 7 heures de combat acharné et le jour déclinant, le connétable ordonnait le retrait en pensant à un lendemain triomphant. D'ailleurs, comment les assiégés pourraient-ils réparer de nuit et en quelques heures leur rempart détruit sur plus de 10 mètres? Impossible. Ce que le connétable ne pouvait imaginer, poursuit Domenech, c'était le miracle qui se produisit cette nuit-là, un miracle digne des tragédies grecques. Descendues de la place Saint-Thomé, actuelle place de Lynch, les femmes de la noblesse et de la bourgeoisie marseillaise, dont on a cité plus haut les noms, se mirent à parcourir les rues, frappant à toutes les portes, appelant leurs concitoyennes à les suivre plutôt qu'à se lamenter, prêchant la résistance ou la mort, entraînant les épouses, les mères et les sœurs. Et c'était sans nul doute un étonnant spectacle que ce cortège d'Amazones, gravissant toutes les calades qui conduisaient au rempart nord, apportant avec elles toutes sortes de matériaux, toutes sortes d'outils, et travaillant d'arrache-pied pour combler le gouffre ouvert devant la ville et par laquelle, dès le jour levé, des milliers de fauves humains pénétreraient si l'on ne parvenait pas à leur barrer la voie. Au petit matin, pour Charles de Bourbon, tout était à refaire. Et soudain, il entendit une clameur. Le roi et son armée, depuis Avignon, venaient au secours de Marseille. Cet acte héroïque a contribué à la victoire finale de Marseille et a valu aux femmes de la ville une reconnaissance éternelle. Le siège de Marseille prend fin le 29 septembre 1524, lorsque Charles de Bourbon, apprenant l'arrivée imminente des renforts français, décide de lever le camp et de battre en retraite. La Provence est sauvée, mais le roi règle ses comptes. Si les habitants des villes de Brignoles et Saint-Maximin, coupables du crime de lèse-majesté pour avoir adhéré à la cause espagnole, obtiennent des lettres de grâce royale, Honoré de Puget sera condamné à mort et décapité pour avoir livré Aix et fait pendre un paysan qui refusait d'acclamer le connétable. Marseille était sauvée grâce au courage et à la détermination de ses habitants et notamment de ses femmes. L'héroïsme des femmes marseillaises en 1524 a marqué la mémoire collective. En 1805, la municipalité décida de baptiser le boulevard des Dames une partie des anciens remparts de la ville en leur honneur. Le 7 août 1805, 19 Thermidor en 13, le conseil municipal décida de reprendre le projet du préfet Charles Delacroix qui consistait à rejoindre la porte d'Aix et le port en suivant le tracé des remparts de l'époque. Ce tracé permettrait au boulevard des Dames de rejoindre le boulevard Bellois, du nom de Jean-Baptiste de Bellois, évêque de Marseille, mort en 1808. Le boulevard des Dames honore ainsi le souvenir des Marseillaises qui participèrent aux travaux de renforcement des fortifications et, selon certains, au combat. Une plaque commémorative en langue provençale a également été apposée en 1909 à l'angle du boulevard et de la rue de la République. Le siège de Marseille en 1524 est un épisode glorieux de l'histoire de la ville. Il témoigne de la force et du courage des Marseillais face à l'adversité. Les femmes de Marseille, par leur mobilisation et leur détermination, ont joué un rôle décisif dans la victoire finale. Leur bravoure et leur abnégation ont marqué à jamais l'histoire de la cité phocéenne.